Je m'appelle Jacques Moreau, 38 ans, ingénieur en construction de ponts. Après 4 années en Allemagne, je rentre en France sans prévenir personne. Pendant 4 ans, j'ai construit des ponts sur le Rhin. Mais il n'y avait qu'un seul pont important, celui qui me ramènerait à Aubrey, ma fille. Aubrey a 10 ans maintenant. La dernière fois que je l'ai vue, elle en avait 6. Je me souviens parfaitement de ce jour à l'aéroport de Lyon. Aubrey sanglotait. « Papa, ne me laisse pas. Je veux venir avec toi. » C'était le choix le plus difficile que j'ai jamais fait, mais je me disais que c'était pour notre avenir. L'avion a atterri à minuit. J'ai loué une voiture et roulé vers la banlieue lyonnaise. Dans ma tête, Aubrey est d'une clarté cristalline. Quelle taille fait-elle maintenant? Se souvient-elle de moi? Je pense à ses rares appels vidéo. Maman trouvait toujours une excuse. Elle dort. Elle fait ses devoirs. Les photos étaient floues, le sourire d'Aubrey forcé. Mais au fond, un malaise avait commencé à grandir. La voiture s'arrête devant l'ancienne maison de mes parents. Il est tard, mais je ne peux pas attendre. Mon cœur bat la chamade. L'air est froid, enveloppé d'un épais brouillard. La maison est plongée dans l'obscurité totale. Étrange. Mes parents restaient toujours debout tard, et Aubrey serait certainement éveillé. J'appelle doucement. « Maman? Papa? Aubrey, je suis rentré. Il y a quelqu'un? » Pas de réponse. Je sonne encore et encore. Le carillon résonne, mais la maison reste silencieuse. Je fouille dans ma poche pour la clé de secours. Les mains tremblantes, je la glisse dans la serrure. La porte grince et s'ouvre. Il fait noir comme dans une tombe. Un froid glacial. L'air est lourd, vicié, épais de moisissure. Aucun signe de vie. J'appelle plus fort. Ma voix rebondit dans le couloir vide. J'allume les lumières et parcours le salon. Le vieux canapé. La table couverte de poussière. Personne. Je me précipite dans la chambre d'Aubrey. Le lit est vide. Les draps froids. La panique me serre la poitrine. Puis, dans le silence de mort, un faible son dérive du fond de la maison. Un sanglot brisé, étouffé. Mon cœur se fige. Un gémissement désespéré venant de la vieille cave. La terreur explose en moi. Je me dirige vers l'arrière de la maison, agrippant mon téléphone comme une arme. Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Les sanglots devenaient plus clairs, transformés en une respiration haletante, saccadée. Chaque halètement me poignardait le cœur. Des sueurs froides me coulaient dans le dos. Le son venait de l'ancienne cave de stockage, humide, encombrée de bric-à-brac. J'ai atteint la trappe cachée sous un tapis. Mes mains tremblantes ont tiré le tapis, révélant le couvercle rouillé. Qui est là? J'ai appelé doucement. Pas de réponse, seulement une respiration plus rapide. J'ai soulevé la trappe et commencé à descendre. L'air en bas était glacial et empestait la moisissure. Au moment où j'ai poussé la lourde porte, mon corps s'est figé. La vue était si horrible que j'ai failli crier. Aubrey, ma fille, était recroquevillée sur le sol de béton froid. Sa cheville enchaînée à un poteau rouillé. La peau en dessous était à vif, gonflée, saignante. À côté d'elle ne gisaient que quelques restes de nourriture moisie. Biscuits émiettés, croûtes de pain, bouteilles d'eau presque vides. Non, ce ne peut pas être réel. Mon cœur s'est arrêté. Aubrey, l'enfant que j'aimais plus que la vie, était enfermé comme un animal. Les larmes ont coulé sur mon visage. Où étaient mes parents? Je me suis jeté en avant et les serré dans mes bras. Son corps n'était que peau et os, si léger, si fragile. Des ecchymoses anciennes et nouvelles la couvraient. Des marques de ceinture, des empreintes de mains. Sa respiration était superficielle. Ses yeux se sont ouverts, larges de terreur. « Papa, tu es revenu? Tu es venu me chercher ?» Elle a chuchoté. Je l'ai serré contre moi, tremblant. « Je suis là, ma chérie. Papa est là. Tu vas t'en sortir. » J'ai saisi une clé à molette et martelé le cadenas de toutes mes forces. Le métal claquait, résonnant dans la pièce. Finalement, la serrure s'est brisée avec un craquement aigu. J'ai pris Aubrey dans mes bras. Elle ne pesait presque rien. J'ai bondi dans les escaliers, à travers la cuisine, le couloir, par la porte d'entrée. « Aubrey, écoute papa. Reste avec moi.
Je t'emmène à l'hôpital. J'ai chuchoté, la portant jusqu'à la voiture. Je l'ai allongée sur le siège arrière et enveloppée dans une couverture. La voiture a déchiré la nuit, les pneus hurlant sur l'asphalte. Je conduisais comme un fou, priant que ma petite fille atteigne l'hôpital. Le trajet semblait interminable. À chaque feu rouge, je klaxonnais. Finalement, les lumières de l'hôpital sont apparues. J'ai pilé. La voiture a dérapé sur le parking. J'ai pris Aubrey dans mes bras et couru vers les urgences. Sauvez ma fille. S'il vous plaît, sauvez ma petite fille. J'ai crié alors que son corps devenait mou dans mes bras. Les infirmières se sont précipitées avec un brancard. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ma fille a été enfermée, affamée, enchaînée. S'il vous plaît, sauvez-la. Je tremblais, les larmes coulant. Elles l'ont emmenée dans la salle de traumatologie. Les portes se sont refermées. Je me suis effondré sur une chaise. Le médecin est sorti. Cheveux grisonnants, lunettes, yeux froids. Comment va ma fille? J'ai couru vers lui. Il a fait une pause. Son état a été stabilisé. Nous la surveillons. Puis il est parti. 2 policiers sont apparus, marchant rapidement vers moi. Êtes-vous Jacques Moreau? Avant que je puisse parler, ils m'ont attrapé et plaqué contre le mur. Monsieur Moreau, vous êtes en état de garde à vue. Quoi? Ma fille est là-bas, en train de se battre pour sa vie. Les menottes ont cliqué autour de mes poignets. Nous avons reçu un signalement selon lequel vous êtes la personne qui a maltraité l'enfant. Maltraitance. Moi? Non, vous vous trompez. Je viens de la sauver de la cave. En désespoir de cause, j'ai exigé qu'il fouille mon sac. Mon sac est dans la voiture. Passeport, billet d'avion, vérifiez-le. Un officier est revenu avec le sac. Ils l'ont fouillé. Passeport français avec tampon de visa allemand. Carte d'embarquement de Berlin à Lyon datée d'aujourd'hui. Contrat de travail. Papier de 4 ans à l'étranger. Tout prouvant que je venais d'arriver. Le doute dans leurs yeux a commencé à s'estomper. L'officier a retiré les menottes. Nous sommes désolés, monsieur Moreau. Nous devons suivre la procédure. Ils ont pris ma déposition complète. Je leur ai tout raconté. Mon retour, la cave, le sauvetage d'Aubrey, mes soupçons sur mes parents. La police allait enquêter et localiser mes parents. Après le départ de la police, je suis resté assis dans le couloir, brisé, hanté. Les jours suivants, je suis resté avec Aubrey constamment, la nourrissant à chaque gorgée, ne quittant jamais son chevet. 2 jours plus tard, son état s'est nettement amélioré. Elle pouvait s'asseoir contre les oreillers. De la couleur est revenue sur ses joues. Mais je savais que nous devions affronter la vérité. J'ai hésité longtemps. Ma chérie, j'ai besoin de te poser quelque chose. Mais si tu ne veux pas en parler, on ne le fera pas. Elle a hoché la tête, un éclair de peur dans ses yeux. Quand j'ai mentionné les années avec grand-mère et grand-père, Aubrey s'est mise à trembler et à éclater en sanglots déchirants, se recroquevillant sous la couverture. « C'est bon, ma chérie. Papa est là. » Aubrey a commencé à parler lentement, revivant le cauchemar. Les premières semaines, ils étaient encore gentils. Mais après 1 mois, ils sont devenus froids, me forçant à faire les tâches ménagères du matin au soir. La nourriture est devenue du pain sec, des restes. J'étais battu pour de petites erreurs. Grand-père me frappait avec sa ceinture. Ça faisait tellement mal, papa. Chaque fois qu'il partait en voyage, il l'enfermait dans la cave avec des biscuits moisis. Une fois, ils m'ont laissé là pendant 3 jours. Je pleurais pour toi, mais personne n'entendait. Grand-père disait que si je te le disais, il me tuerait. J'avais tellement peur. Mon père répétait qu'elle n'était pas de la famille. Je pensais que je n'étais pas vraiment ta fille, que j'étais mauvaise. Elle s'est effondrée en sanglots. Je suis mort à l'intérieur. Non, ma chérie, ce n'est pas vrai. Tu es ma fille. Je t'aime plus que tout au monde. Papa fera en sorte qu'il paie. Pendant ce temps, j'ai rassemblé des preuves. Photos de la cave, témoignages des voisins. On voyait M. Moreau frapper Aubrey, a dit Madame Dupont. Sa maîtresse a confirmé qu'Aubrey venait en classe épuisé, les yeux cernés. Chez mes parents, j'ai trouvé des reçus de luxe. Sac Gucci, chaussures Prada, montre Rolex, tous datés après mes virements. Aucun argent n'était allé à Aubrey. J'ai photographié chaque reçu. J'ai passé la nuit à organiser l'épreuve. Photos, témoignages, relevés bancaires, dossier médical d'Aubrey.
tout soigneusement rangé dans un épais dossier. Le lendemain, je me suis rendu au commissariat. Voici les preuves. Tout ce que mes parents ont fait à ma fille. L'officier Mike a parcouru page après page. C'est un cas extrêmement grave, monsieur Moreau. La police a classé l'affaire comme exceptionnellement grave. Mike a appelé son capitaine. Nous ouvrons une enquête formelle. Maltraitance d'enfants, emprisonnement illégal, exploitation financière. Ils m'ont dit de garder tout secret pour que mes parents n'aient pas le temps de fuir. Nous avons planifié l'arrestation au moment où ils reviendraient. Ces jours d'attente se sont étirés éternellement. Je suis resté avec Aubrey, la regardant s'améliorer. Puis le jour est venu. Tôt le matin, Mike a appelé. Ils reviennent aujourd'hui. Rendez-vous à la maison en premier. Nous serons à proximité. Mon cœur s'est emballé. J'ai embrassé Aubrey. Papa doit faire une course. Je me suis garé à un pâté de maison et j'ai attendu. La police avait positionné des unités en civil. Quand le taxi s'est arrêté, l'apparition des voitures de police les a figés. Papa est sorti, bronzé, tirant une valise. Maman a suivi, serrant un sac de créateur acheté avec mon argent. Ils se sont précipités à l'intérieur et se sont arrêtés net en me voyant. L'air s'est transformé en glace. Je me tenais là, le visage froid. À côté de moi, Mike et 3 officiers. Maman s'est figée. « Jacques, tu es de retour ? Pourquoi y a-t-il des policiers ici ?» Mike s'est avancé. « Monsieur et Madame Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance d'enfants, séquestration illégale et exploitation financière d'un mineur. » Papa a crié en panique, se débattant. Non, ce n'était pas nous. Il a tenté de fuir, mais les officiers l'ont plaqué. Les menottes ont cliqué. Je me suis approché, les yeux brûlants de fureur. Pourquoi ? Aubrey est votre petite fille. Comment avez-vous pu l'enchaîner, la battre, dépenser mon argent en vacances pendant qu'elle mourait de faim ? Mon père a laissé échapper un rire maniaque. Tu penses qu'elle est ma petite fille ? Elle ne l'est pas. Elle n'est pas de mon sang. Je t'ai détesté depuis que tu étais enfant, petit bâtard. Ces mots m'ont poignardé, mais je suis resté ferme. Maman est restée silencieuse, la tête baissée. Ils ont été traînés jusqu'à la voiture. Les sirènes ont hurlé. La voiture s'est éloignée. Les voisins se sont rassemblés, chuchotant. Mon Dieu, leur propre petite fille. Je me suis tenu à regarder la voiture disparaître, une tempête de douleur et de rage s'écrasant en moi. Les semaines ont suivi dans un lourd silence. Je suis resté avec Aubrey jour et nuit. Puis le procès a été programmé 6 semaines après l'arrestation. Le palais de justice était bondé. Les journalistes se pressaient, les caméras flashant. Le titre « Grands-parents ont enfermé leur petite fille dans la cave » s'était répandu à l'échelle nationale. J'ai tenu la main d'Aubrey en entrant dans la salle. Papa est là. Tu n'as plus à avoir peur. Mes parents ont d'abord tout nié, tentant de me rejeter la responsabilité. Leur avocat argumentait que c'était de la discipline stricte. Jacques est allé en Allemagne et a laissé l'enfant sur nos bras. Mais les preuves ont été présentées. Dossiers médicaux détaillés, photos de la cave, relevés bancaires correspondant aux reçus de luxe, témoignages enregistrés. Chaque mensonge s'est effondré. Le procureur a affiché photo après photo. La cave noire, le sang séché, les miettes de pain moisies. La salle est tombée dans un silence de mort. Puis Aubrey a courageusement pris la barre. Grand-père me frappait avec sa ceinture, m'enfermait dans la cave, ne me donnait que du pain sec, disait que si je le disais à papa, il me tuerait. Quand elle a dit « J'avais tellement peur », je pensais que j'allais mourir là-bas. Toute la salle est restée immobile. Une journaliste a pleuré. Face aux preuves et aux témoignages d'Aubrey, mes parents n'avaient plus de défense. Jour de la sentence. Le juge a lu le verdict. Monsieur Moreau est condamné à 18 ans d'emprisonnement pour maltraitance grave d'enfants, séquestration illégale et exploitation financière. Madame Moreau est condamnée à 12 ans en tant que complice. Le marteau est tombé. J'ai serré Aubrey fort. Elle a tremblé dans mes bras. Nous n'avons plus pleuré. Nous avons simplement ressenti qu'un chapitre horrifique s'était finalement terminé. Dans les jours qui ont suivi, je suis retourné à mon ancienne entreprise pour remettre ma démission. Tout le monde savait déjà. « Jacques, tu es l'homme le plus fort que je connaisse. » J'ai démissionné.
Je voulais chaque minute restante pour ma fille. J'ai reçu un gros paiement final du projet allemand. Bonus et compensation suffisants pour une nouvelle vie stable. J'ai loué une maison confortable dans la banlieue de Lyon, avec un petit jardin, un pommier et une chambre peinte en rose pour Aubrey. Le jour où nous avons emménagé, elle a couru dans chaque pièce en riant. « C'est notre maison, papa !» Je me suis tenu à regarder, les larmes tombant de pur bonheur. Dès lors, mon monde tournait autour de ma fille. Je cuisinais chaque repas. Je la conduisais à l'école tous les matins. Je l'emmenais en thérapie 2 fois par semaine, la tenais quand les cauchemars venaient. Le rire d'Aubrey a de nouveau rempli la maison. Pourtant, même dans cette paix, un nœud restait en moi. Les mots de papa, « Elle n'est pas de mon sang », résonnaient encore. Il l'avait répété avec rage à Aubrey plusieurs fois. Était-ce le délire d'un fou ou un véritable secret? Maman était restée silencieuse, ne confirmant ni ne niant. Le soupçon que mes parents cachaient quelque chose d'encore plus grand me rongeait tranquillement. Ce doute a grandi à l'arrière de mon esprit. Certaines nuits, je restais éveillé, me demandant « Qui suis-je vraiment ?» Aubrey est-elle vraiment leur petite fille par le sang? Je suis toujours le père d'Aubrey. Je l'aime plus que la vie. Mais l'ombre persiste. Je ne suis pas prêt à y faire face. Pas encore. L'avenir a refusé d'attendre. Il est arrivé par un après-midi d'automne. Aubrey dessinait dans le salon. Je la regardais rayonner. Ce sourire était la chose la plus précieuse que je possédais. Pourtant, en moi, une phrase continuait à boucler. « Elle n'est pas de mon sang. Je t'ai détesté depuis que tu étais petit. » J'avais essayé de les repousser, mais ils s'accrochaient comme une blessure non guérie. Je savais que je ne pouvais pas fuir éternellement. J'ai pris la décision. Je rendrai visite à mes parents en prison une dernière fois, espérant obtenir une réponse aux doutes qui me déchiraient. J'ai dit à Aubrey que je devais partir pour le travail. « Reviens vite, papa. » J'ai embrassé ses cheveux, cachant mes yeux rouges. Puis je suis monté dans la voiture et j'ai roulé 3 heures jusqu'à la prison d'État. La salle de visite était froide, tables en métal, verre épais entre nous. Quand ils ont été amenés, leur détérioration était frappante. Papa était squelettique. Maman semblait évidée. Au moment où il m'a vu, il a explosé. « Petit bâtard. Tu es venu te moquer. C'est toi qui as mis tes propres parents en prison. » J'ai gardé ma voix stable. Je n'ai jamais été ingrat. J'ai toujours essayé d'être un bon fils. Mais pourquoi j'étais toujours traité comme un étranger? Et Aubrey, comment avez-vous pu déchaîner cette cruauté sur elle? Mon père s'est figé. Puis, il a laissé échapper un rire glaçant. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ni toi, ni cet enfant n'êtes de mon sang. Je suis resté immobile. Mon esprit est devenu vide. Je me suis tourné vers maman, désespéré. Mais elle a détourné le regard. J'ai besoin de la vérité. S'il vous plaît, dites-moi. Maman, Aubrey t'adorait. Et à la fin, tu l'as abandonné. Ça ne t'a pas fait mal? Maman s'est effondrée en sanglots. Après un long moment, elle s'est tournée vers papa. Dis-lui, tu dois dire la vérité. Il est temps. Papa s'est affaissé et a commencé. Tu n'es pas mon fils. Quand tu avais 2 ans, nous étions des employés pour une famille riche en Provence. Les Montclair. La famille s'est déchirée. Frères se battant pour l'héritage, tueurs à gages. Tes vrais parents avaient peur que leur fils soit assassiné. Ils t'ont confié à nous avec une valise d'argent. C'était le seul moyen de te garder en vie. Je me suis figé. Tous mes souvenirs d'enfance n'étaient qu'une couverture. Je n'étais pas Jacques Moreau. J'étais un enfant caché. Papa a ricané. Je t'ai gardé pour cette valise. T'élever n'était qu'une transaction. Et cette gamine, le sang Montclair coule dans ses veines. Je la détestais. Je voulais détruire tout ce qui y était lié. Maman a pressé contre la vitre. « Jacques, veux-tu savoir qui tu es vraiment? C'est le seul indice qui reste. » Un officier m'a donné une note. Mes mains tremblaient. Dessus, Thomas Montclair et une vieille adresse en Provence. J'ai serré le papier et suis sorti. Jacques Moreau était mort. Tout ce qui restait était un homme tenant un bout de papier au nom d'un étranger. Thomas Montclair. Les jours suivants, j'ai vécu comme une ombre. Mais le nom Thomas Montclair brûlait en moi.
Chaque nuit, je cherchais sur Internet. La famille Moncler, un empire en Provence, déchiré par une guerre d'héritage à la fin des années 1980. Après de nombreuses nuits blanches, j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre sous un faux nom. Je devais aller à la source. Je n'ai pas dit à Aubrey la vérité. Nous partons en voyage quelque part de spécial. À la plage, papa? Encore plus spécial que ça. Tôt un matin, j'ai chargé la valise et nous nous sommes éclipsés, nous dirigeant vers l'adresse en Provence, à des centaines de kilomètres de Lyon. Après des heures de conduite, nous nous sommes arrêtés devant un ancien portail de fer imposant. Un panneau indiquait « Domaine Moncler, propriété privée ». Mon cœur martelait. J'ai appuyé sur l'interphone. Qui est au portail? J'ai tenu le papier face à la caméra. Mon nom est Jacques Moreau, mais je pense être Thomas Moncler. J'ai besoin de parler au propriétaire. Silence, puis les portes ont grincé. Entrez. J'ai remonté une longue allée bordée de pins. Un manoir massif centenaire est apparu. Murs de pierre grise, toit de tuiles rouges, pure grandeur du 19e siècle. 2 personnes attendaient. La femme, soixantaine, cheveux argentés, robe de soie vert profond. L'homme, grand, cheveux blancs, costume noir. La femme m'a regardé, s'est figée, puis a couru en avant, me jetant ses bras. Thomas, mon fils, Thomas. Elle sanglotait. En cet instant, j'ai compris que c'était mon vrai nom. Je suis Viviane. Je suis ta mère. Je me suis figé dans l'étreinte de cette étrangère douloureusement familière. Viviane s'est tournée vers Aubrey. Et cette belle petite fille? Votre petite fille. Aubrey. Elle a balayé Aubrey dans ses bras, les larmes coulant. Ma petite fille. À l'intérieur, le manoir était vaste. Je me suis assis. Aubrey s'est serré contre moi. Viviane s'est assise en face. Charles se tenait près de la cheminée. Je leur ai tout raconté. Mon enfance, la mort d'Émilie, élevé Aubrey, l'Allemagne, la découverte horrible, la cave, le procès. Viviane a pleuré. Quand j'ai décrit Aubrey enchaîné, elle s'est effondrée. Mon fils, je n'ai jamais imaginé que tu avais tant souffert. Je t'ai cherché pendant 36 ans. Charles est resté froid. Je crois provisoirement, mais nous avons besoin de preuves définitives. Il a convoqué un domestique pour prélever des échantillons de cheveux et les a envoyés au laboratoire. Le lendemain, les résultats ADN sont arrivés. Viviane a ouvert l'enveloppe, tremblante. Correspondance à 99,9%. Jacques Moreau était Thomas Moncler. Aubrey était leur vraie petite fille. Chaque émotion en moi a explosé. Je suis tombé à genoux, sanglotant pour avoir trouvé mes racines, pour 38 années perdues. Viviane m'a tenu. Charles a posé une main sur mon épaule. Mon fils, bienvenue à la maison. Près de la cheminée, Charles a lentement raconté l'histoire. Quand tu avais 2 ans, la famille était engloutie dans un combat brutal pour l'héritage. Mon frère a embauché des assassins. Le frère de ta mère a été abattu comme un avertissement. Leur prochaine cible, c'était toi, le seul héritier légitime. Pour sauver ta vie, nous t'avons envoyé loin avec un couple de confiance, avec de l'argent et une promesse qu'ils te protégeraient. Après avoir repris le contrôle, nous t'avons cherché pendant des années. Mais chaque piste est devenue froide. Nous avons cru t'avoir perdu pour toujours. Nous 3 nous sommes assis là à pleurer et à nous réjouir, réunis après plus de 3 décennies. Viviane ne voulait pas lâcher Aubrey. Charles m'a fait visiter la maison, me montrant des portraits de moi en bambin, ressemblant exactement à Aubrey maintenant. J'ai serré Aubrey fort. Papa a trouvé tes vrais grands-parents. Nous ne sommes plus seuls. Elle a levé les yeux. Alors, tu es un prince maintenant, papa? J'ai ri à travers mes larmes. Je suis juste ton papa. C'est tout ce qui compte. À partir de ce moment, nos vies ont tourné une nouvelle page. Je n'étais plus Jacques Moreau. J'étais Thomas Moncler, le fils perdu depuis 36 ans. Mais pour Aubrey, je serai à jamais simplement papa, et c'est le titre le plus précieux. Les premiers jours ressemblaient à vivre dans un rêve. Chaque matin, je me réveillais avec la sensation d'avoir erré dans la mauvaise vie jusqu'à ce que le rire d'Aubrey résonne. Il gâtait Aubrey. Viviane cousait des robes. Charles remplissait une pièce de jouet. Il rattrapait plus de 10 ans sans petite fille. Un soir solennel,
La cérémonie formelle me reconnaissant comme un Montclair s'est tenue dans le grand hall. Des centaines de personnes ont assisté. Charles a parlé clairement. Thomas Montclair, mon fils unique, est revenu après 36 ans. Il est officiellement l'héritier légitime de la famille Montclair. Des applaudissements ont éclaté. On m'a confié un rôle, vice-président chargé du développement des infrastructures. Charles a été franc. C'est mon test. Prouve que le sang Montclair coule en toi. Avec mes années en Allemagne, je me suis jeté dans le travail. Les projets que j'ai dirigés ont dépassé les attentes. Le profit a augmenté de 38% la première année. Aubrey vivait comme une vraie princesse. Meilleure école internationale, thérapie, piano, équitation, peinture. Les cauchemars sont devenus plus rares. Son sourire s'est éclairci chaque jour. 2 ans ont passé. Charles, maintenant frêle, a commencé à souffrir. Un après-midi, il m'a appelé. Je suis assez vieux pour me reposer. À partir de ce jour, Montclair est à toi. Il a signé les documents devant le conseil. Sous ma direction, le groupe Montclair est entré dans son ère la plus forte. Un après-midi paisible, je me tenais sur le balcon, regardant le jardin. Aubrey jouait avec ses grands-parents. Charles la poussait sur la balançoire. Viviane riait aux larmes. La lumière dorée tombait sur des visages qui avaient enduré tant de pertes. Des grands-parents qui ont perdu un fils pendant 36 ans. Un père et une fille qui ont perdu l'enfance en enfer. Maintenant, enfin, nous nous étions tous retrouvés. En regardant le voyage de l'obscurité à la lumière, j'ai réalisé que le sang ne détermine pas uniquement la famille. Ce sont les cœurs et les choix. Les Moreau ont choisi la cruauté. Viviane et Charles ont choisi l'amour inconditionnel dès la première seconde. J'ai appris que la confiance aveugle peut détruire une vie. Ce n'est qu'en trouvant le courage d'affronter la vérité que nous pouvons sauver notre avenir. La vraie famille n'est pas un endroit où les gens se blessent. C'est un refuge qui protège à travers les tempêtes de la vie. Je suis descendu au jardin. Aubrey a couru dans mes bras. Je l'ai soulevé, l'ai fait tourner, et son rire a résonné à travers les arbres. Viviane et Charles nous regardaient, souriants. J'ai attiré tous les trois dans une seule étreinte. La vie m'avait pris tant de choses, mais à la fin, elle m'a rendu bien plus. Je suis Thomas Montclair. Mais par-dessus tout, et pour toujours, je suis le papa d'Aubrey. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.